La région bruxelloise tiendra ce jeudi des états généraux de la sécurité routière. Où en est-on aujourd'hui? Faut-il revoir les contrôles, aménager les routes autrement, faire évoluer le permis de conduire, responsabiliser les cyclistes et les conducteurs de trottinettes? Bienvenue sur BX1, c'est Versus, votre émission de débat. Et en 2011, déjà, un plan régional prévoyait de diviser par 2 le nombre de morts sur les routes. Cela, à l'horizon 2020, on y est. Alors, la situation est-elle moins bonne aujourd'hui ou meilleure qu'il y a quelques années? On peut peut-être poser la question à Bernard Dehaye. Vous êtes, vous, un cycliste au quotidien. Vous êtes très actif dans votre commune d'Evere. Vous avez rejoint un mouvement citoyen qui appelle à 0 mort sur les routes. Est-ce que par rapport à il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, vous avez l'impression que c'est plus sûr de se déplacer dans Bruxelles? Ça s'améliore, mais peut-être pas aussi rapidement qu'on pourrait le souhaiter. Il y a effectivement de plus en plus d'aménagements pour les cyclistes, mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. Je pense qu'il y a vraiment à faire, notamment par rapport à la problématique de déplacement domicile-école, où les parents se sentent presque obligés de conduire les enfants en voiture à l'école, augmentant encore l'insécurité routière. Et donc, dans ce sens-là, une zone 30 généralisée pourrait aider justement à favoriser ces déplacements en vélo ou à pied. On parlera évidemment de la zone 30, mais monsieur le commissaire, est-ce que dans les chiffres que vous avez, vous, dans votre zone, celle de Bruxelles Capitale XL, on sent qu'il y a une évolution positive dans un sens, dans un autre, ces dernières années? On rappelle, l'objectif était de diviser par 2, à l'échéance 2020, le nombre de blessés tués sur les routes. En termes d'accidents, nous restons au même chiffre approximativement, avec un statu quo, mais ce qu'on constate ces 5 dernières années, c'est une augmentation donc substantielle du nombre d'accidents de roulage avec blessés, et ceci, quelle logique quelque part, à partir du moment où il y a de plus en plus de gens qui prennent un vélo, une trottinette électrique, pour se déplacer, et donc forcément, chaque fois qu'il y a un contact avec un véhicule automobile, eh bien, ça occasionne des blessés. Donc moins de collisions, donc avec dégâts matériels, mais davantage donc d'accidents de roulage avec blessés, le plus souvent blessés légers. Alors justement, à propos des accidents, la réponse du politique, un des éléments de réponse en tout cas, c'est de généraliser le 30 à l'heure partout, ou presque dans Bruxelles. Jingle. Ingrid Parmentier, vous êtes députée bruxelloise, écolo, vous faites partie de cette nouvelle majorité. L'idée c'est quoi? C'est de sauver des vies, c'est d'embêter les conducteurs, c'est d'inciter les gens à prendre autre chose que la voiture pour se déplacer, le 30 à l'heure généralisé? Alors l'idée c'est vraiment de sauver des vies et d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc en fait l'idée c'est de changer de paradigme. Donc pour le moment la zone 30 c'est la petite zone à 30 à l'heure. Ici c'est toute la ville qui sera 30. Et la ville 30 c'est la sécurité routière, mais c'est aussi moins de bruit, c'est moins de stress lié au trafic. Mais essentiellement c'est une mesure forte en termes de sécurité routière, parce que la vitesse est souvent la cause des accidents, mais c'est aussi un facteur aggravant. Donc si vous êtes heurté par une voiture comme piéton à du 50 à l'heure, vous avez 80% de chances de décéder. Si vous êtes heurté par une voiture qui fait du 30 à l'heure, vous avez 80% de chances de survie. Voilà. Donc c'est vraiment essentiel. On entendra la réponse du MR, mais je me retourne vers le commissaire parce que moi j'ai quand même une question sur cette zone 30. Est-ce que ça coûte en termes de moyens à la police, les radars? Est-ce qu'on a les moyens de mettre des policiers dans toutes les rues, des radars aujourd'hui? Est-ce que ça demanderait un investissement très important? Est-ce qu'aujourd'hui les zones 30 sont déjà respectées? Je crois avoir vu sur le site Facebook du GRAC que non. C'est un très bon raisonnement, effectivement. Je ne pense pas que la solution judiciaire, la répression, soit la clé au niveau de la zone 30. Il faut inévitablement donc passer par des aménagements, donc des modifications d'infrastructures. Donc il faut que la personne qui entre dans une zone 30 soit consciente que la vitesse n'y est pas de mise. Donc un effet portique avec des mesures qui
qui devraient être prises au niveau donc des plateaux surélevés, des coussins berlinois, des rétrécissements de chaussées en faveur notamment de pistes cyclables peut-être plus larges et sécurisées, des oreilles de trottoir, etc. etc. Donc Parce ce que vous la dites, voie on n'aura jamais les moyens de vérifier avec des radars, avec des agents en position que le 30 à l'heure soit respecté. On peut déjà pas le vérifier aujourd'hui pour le 50, c'est partout dans Bruxelles. C'est pas mettre un radar dans chaque rue. Okay. Stéphane Obeyj, vous êtes échevin des finances dans votre commune à Ganshoren. Vous suivez aussi pour votre partie des questions de mobilité. Mais est-ce qu'à Ganshoren, vous allez casser la tirelire pour aménager les voiries? On est prêt à le faire dans les communes, on a les moyens. On a en tout cas pris le soin d'analyser les zones accidentogènes. La région l'a fait. Nous, on le réalise aussi au niveau de la commune. Évidemment, réaliser des réaménagements de voiries, ça prend du temps. Il y a toutes les procédures de marché public. Mais on est évidemment attentif à ce qu'on donne un maximum en termes d'investissement sur ces problématiques-là. D'accord. Mais donc pour vous, parce que l'un de vos bourgmestres, Boris Didier-Sahuc, le disait, attention, le 30 à l'heure généralisé, c'est du dogmatisme. C'est une idée personnelle ou c'est quelque chose que vous partagez au sein de votre famille politique? C'est partagé au sein de ma famille politique, dans la mesure où je pense que l'idée ici qui est mise sur la table, qui date d'ailleurs de l'ancien gouvernement en fait, l'ancien gouvernement s'était engagé à faire une étude pour voir quel était le coût, comme disait monsieur le commissaire, le coût des réaménagements, le coût de la nouvelle signalétique afférente, et on attend toujours cette étude aujourd'hui. Donc effectivement, les sorties presse sont nombreuses en la matière. Maintenant, on est en train de voir qui va financer les réaménagements, est-ce que c'est aux communes qui sont déjà, et vous le disiez, je suis échevin des finances, en difficulté financière pour la plupart, et donc est-ce que c'est aux communes de prendre cette responsabilité financière-là, oui ou non? Quels sont les réaménagements? Quelles sont les priorités? Je rappelle que la région avait effectivement un plan ZACA pour les zones accidentogènes en région bruxelloise. Il y avait 100 points noirs identifiés et des réaménagements qu'on attendait. Aujourd'hui, sur les 30 priorités qui ont été réalisées dans cette étude-là, 7 seulement ont été réalisées par la région bruxelloise. Ingrid Parmentier, vous, est-ce qu'il y a du dogmatisme? Est-ce que vous assumez que ça va être très cher pour les communes, qu'elles n'auront pas forcément les moyens? Quel est l'élément de réponse de la majorité? La mise en œuvre de la zone 30, il va y avoir un processus qui va démarrer demain avec les états généraux de la sécurité routière, et il y aura 3 axes. Donc effectivement, l'infrastructure, c'est très important, et donc il y a déjà un appel qui est lancé pour 5 mailles apaisées. Le but, c'est de créer cette infrastructure et de donner les moyens aux communes de le faire. Il y a la prévention qui est quand même très importante aussi, et la sensibilisation. Il faut que vraiment les gens comprennent pourquoi on fait ça, pourquoi on fait le 30 à l'heure. C'est important de l'expliquer. Et la sanction, elle est utile aussi. Donc il faut vraiment agir sur les 3 axes. Et c'est clair qu'on n'a pas une baguette magique pour transformer toutes les infrastructures régionales d'un coup, mais on a quand même un programme ambitieux, 5 mailles apaisées chaque année pendant 10 ans. Donc, d'accord, vous estimez que la région débloque des moyens quand même. Très brièvement, Stéphane. Très brièvement, la difficulté dans ce qui est exposé, c'est que sur le plan de la méthodologie, c'est un peu la charrue avant les bœufs, dans la mesure où on va faire 5 mailles apaisées par an et on va décréter la zone 30 dès l'année prochaine. Et donc, ne faut-il pas à un moment donné décréter ces zones 30 quand les réaménagements afférents seront réalisés? Ça, c'est une question qu'on se pose au MR. Moi, j'ai une question pour le commissaire Van den Hout. Quand on préparait le débat, vous m'avez dit la répression et les campagnes de prévention, c'est complémentaire. Mais quelles sont les campagnes de prévention qui doivent encore être menées? On reviendra vers vous aussi après pour ça, Bernard Dehé, mais quelles sont les campagnes de prévention qui doivent encore être menées? J'ai vu, en préparant le débat, que dans les années 90, on disait aux gens il faut mettre sa ceinture. Maintenant, on voit qu'on travaille sur d'autres choses. On dit attention, les enfants sont souvent mal sécurisés. Alors, est-ce que, il y a encore du travail à faire sur certains types de prévention pour éviter certains accidents précisément? Il y a moyen effectivement d'avoir encore donc, des campagnes de prévention, mais sur des thèmes qui n'ont pas vraiment un rapport ici. Par exemple, nous avons au niveau de la ceinture de sécurité, donc utilisé, et en accord avec le procureur du roi bien sûr, de la section roulage du parquet de Bruxelles, donc utiliser le véhicule tonneau pour sensibiliser les gens, notamment au fait que si on ne portait pas la ceinture de sécurité, eh bien on était fameusement ballotté. Donc ça veut dire que la ceinture, on doit encore rappeler à des gens aujourd'hui en 2020 que c'est important. Tout à fait. Nous avons encore des milliers de procès-verbaux chaque année par rapport à des gens qui ne portent pas la ceinture de sécurité, des gens qui n'attachent pas leurs enfants, qui n'utilisent pas un système donc, de retenue pour leurs enfants. Nous avons des gens, bien sûr, qui utilisent leur GSM, les smartphones, pour faire tout et n'importe quoi. Ce sont des milliers de procès-verbaux tous les ans. Effectivement, campagne de prévention. Je ne sais pas si ça a un effet direct. Mais voilà, de toute façon, je pense que le préventif et le répressif sont complémentaires. Bernard Dehé, vous envoyez, vous, des comportements dangereux de conducteurs. Ça se manifeste comment? Je rappelle que vous allez chaque jour depuis Evere jusqu'au centre-ville à vélo. C'est une petite trotte, donc vous envoyez aussi des voitures. On voit beaucoup de GSM au volant, beaucoup de personnes qui font autre chose que de concentrer sur leur conduite.
Au guidon aussi, en vélo aussi. C'est possible. C'est compliqué, mais ils y arrivent. Oui, mais je veux dire, c'est vraiment dangereux. Une voiture n'a pas la même masse qu'un vélo. Et on a une responsabilité comme conducteur d'être focus sur ce qu'on fait, quand on conduit. Et donc là, il y a vraiment, allez, je veux dire, 3 sur 4, quand je les suis, je vois qu'ils sont en train de chipoter. Et donc, c'est quand même interpellant. Est-ce qu'il faut changer quelque chose dans la manière dont on obtient son permis de conduire en Belgique? Quand on regarde, finalement, notre système est assez figé par rapport à d'autres pays. Il n'y a pas de permis à points, il n'y a pas de différence. On l'a une fois et c'est pour toute la vie. Alors, est-ce que quelqu'un de vous a un avis là-dessus? Parole libre. Est-ce que quelqu'un trouve qu'on devrait revoir ou qu'on pourrait réfléchir à une autre forme de permis de conduire, permis à points comme en France ou pas? Oui, c'est encore un tabou, ça ne fonctionne pas si mal. Stéphane Obeit, vous opinez du Badège? Oui, mais en France, on voit bien que le permis à points a malheureusement des effets pervers, parce que dans les faits, quand les personnes perdent leur permis suite à un certain nombre d'infractions, on constate que souvent, enfin en France, on constate régulièrement que des personnes conduisent sans permis, ce qui est encore pire. Donc le permis à points OMR, on n'est pas pour. Et c'est liberticide dans la mesure où il y a un certain nombre de personnes qui travaillent, qui vivent de leur revenu du travail, ce qui est très bien. Et donc sans leur voiture, il y a un certain nombre de personnes en France, notamment, qui ne peuvent plus aller travailler. Donc quand on empêche des personnes d'aller travailler, évidemment, OMR, on est contre. Ok. D'autres qui auraient un avis sur des tests de perception des risques? On voit que les jeunes de moins de 25 ans sont plus souvent impliqués que leurs aînés dans des accidents simplement liés à la perte de contrôle de la voiture. Alors est-ce qu'un test de perception des risques, ce serait quelque chose auquel on pourrait réfléchir un jour? Oui, Ingrid Parmentier. Oui, en effet. Enfin, ce qui est intéressant dans votre intervention, c'est que pour le moment, on a son permis de conduire et on l'a jusqu'à la fin de sa vie, sauf gros problème médical. Et donc, je parle là à mon nom personnel parce que c'est vraiment pas tant le permis à points que la modification du permis n'est pas à l'ordre du jour puisqu'on vient de changer les examens récemment. Mais donc c'est une réflexion intéressante. Est-ce qu'il ne faudrait pas au cours de la vie avoir un petit rappel par exemple des modifications du code de la route? Et effectivement les jeunes sont plus sensibles, monsieur de la police pourra nous le confirmer, il y a quand même plus d'accidents avec les jeunes et donc une différenciation de ce qui est permis, autorisé ou pas en fonction de l'âge serait peut-être intéressante, mais de nouveau, c'est mon avis personnel. Alors, impossible de parler de mobilité à Bruxelles sans évoquer effectivement l'émergence des vélos, des trottinettes partagées, de tous ces nouveaux véhicules. On en aborde la question à l'instant. Alors moi, j'ai une question pour vous, Bernard Dehaye, parce que le commissaire disait tout à l'heure qu'on voit des cyclistes qui sont avec leur GSM au volant. Vous dites oui, mais au guidon, pardon, sur leur vélo. On entend souvent des conducteurs dire mais les cyclistes ne respectent rien, même pas les feux rouges, ils roulent n'importe comment. Alors est-ce que le vélo, ça doit être la liberté absolue? Est-ce que c'est ça qui est lié à l'esprit? Ou est-ce qu'on devrait, pour améliorer la sécurité, réfléchir aussi à l'encadrement, à un permis pour les cyclistes quand ils utilisent la voirie? Qui a un avis là-dessus? Bernard Dehaye, peut-être. Vous avez été président du GRAC. Oui, mais disons que je n'aime pas les généralisations. Je n'aime pas qu'on dise tous les automobilistes sont dangereux, tous les cyclistes brûlent les feux rouges. Je pense qu'il y a effectivement une population qui ne respecte pas le code de la route à vélo, qui, c'est pas pour les excuser, mais qui n'ont eu dans leur vie jamais de permis à présenter, qui n'ont pas eu de formation au code de la route. Quand j'ai posé la question à Isabelle Durand au début de ce siècle-ci... Elle était ministre de la Mobilité en 1999. C'est ça, donc c'était en 2002 à peu près. Le coût était très élevé d'imposer un permis de conduire pour tous les cyclistes, et donc c'est pour des raisons budgétaires principalement que ça ne s'est pas fait. On a plutôt été vers un brevet cycliste dans les écoles en 5e et 6e primaire, qui porte ses fruits aussi, mais qui ne touche pas encore tout le monde. Commissaire Van de Noot, juste quand vous menez parfois dans votre zone des opérations qui ciblent les cyclistes, on reçoit ces chiffres-là sur BX1, est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils connaissent bien le tourne à droite autorisé, est-ce qu'ils savent quand ils peuvent s'engager ou pas dans un carrefour? En règle générale, ils connaissent très bien les règles du code de la route. Donc comme les automobilistes, quand ils enfreignent le code, c'est en connaissance. De toute façon, ça ne les empêche pas de les enfreindre. Maintenant, voilà, encore une fois, évitons les généralisations. Ce ne sont pas tous les cyclistes. Et les cyclistes qui, tous les jours, circulent à Bruxelles sont généralement assez respectueux des règles. Mais voilà, il est certain que de toute façon, un cycliste sur 3, voire un cycliste sur 4, on n'a pas vraiment de statistiques, donc a un comportement qui le rend vraiment détestable aux yeux des automobilistes, mais aussi à l'égard d'autres usagers faibles, tels que les piétons.
pas plus tard que ce week-end, un piéton donc, sur un passage pour piétons s'est fait renverser par un cycliste qui roulait à vive allure. Le fait est qu'ils sont tombés tous les deux, mais c'est le cycliste qui a été blessé. Et un cycliste n'a pas, sauf sur certains modèles de vélo, de plaque d'immatriculation, et donc s'il s'en va, on ne peut pas le retrouver non plus. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve qu'on doit encadrer quelque chose au niveau des cyclistes, Stéphane Obeid? Des cyclistes, des trottinettes Oui, nous, on a une proposition très simple au mouvement réformateur, c'est-à-dire qu'on va profiter des jours blancs, parce qu'on a parlé du brevet vélo en 5e et 6e primaire, mais je pense qu'il faut aussi travailler sur les rhétoriciens qui terminent en secondaire, qui n'ont pas encore fait le choix du permis de conduire aussi. Et d'ailleurs, on constate à Bruxelles que le permis de conduire est retardé de plus en plus, plus les années passent. Et donc, il y a véritablement un levier là, en termes de multimodalité, en termes du respect du code de la route, et pourquoi pas organiser durant les jours blancs, donc c'est les derniers jours du mois de juin, une sensibilisation, une formation aux nouveaux acteurs, les trottinettes partagées, mais également au minimum du respect du code de la route. Oui. Ingrid Parmentier, il faut faire quelque chose pour mieux encadrer, mieux former les cyclistes, ou le problème, c'est pas eux, c'est quand même les voitures? Il faut quand même garder à l'esprit qu'un choc d'un cycliste avec un autre cycliste ou un piéton, ça peut être grave, mais un choc avec une voiture et un piéton et un cycliste, c'est quand même beaucoup plus grave. Donc la responsabilité quelque part de l'automobiliste, elle est quand même quelque part plus grande. Mais notre vision de la coexistence des modes, c'est qu'il ne faut pas les opposer. Et donc il faut vraiment arriver à pratiquer la route de façon courtoise entre les différents modes. Et donc c'est autant un travail à faire par les cyclistes et les automobilistes et même les piétons qui parfois traversent au rouge. Voilà. Mais donc le but, c'est d'arriver à utiliser cet espace public et cette voirie dans une certaine convivialité. Et donc là, je pense que c'est un effort collectif et qu'il ne faut pas aller opposer les vélos aux voitures ou aux piétons. Je voudrais revenir sur quelque chose que vous évoquiez, Bernard Dehaye. Vous disiez, mais aujourd'hui, des parents, par choix de sécurité, prennent la voiture parce que ça apparaît quand même plus sûr que de prendre le vélo. Or, ça devrait être l'inverse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, concrètement? Modifier le décret d'inscription. De quoi? Modifier le décret d'inscription, comme ça les parents seront plus près de leur école. Je note la pique, mais c'est hors débat, dirait un président d'Assemblée. Vous avez une proposition. Donc là, je voudrais citer un exemple qui est celui de la ville d'Oslo, en Suède, donc, où là, ils ont vraiment réussi à réduire drastiquement les accidents de la route. Donc, ils en ont eu un mort cette année, c'est remarquable. Et donc, une des mesures qu'ils ont prises, c'est un peu comme nos rues scolaires, en fait, c'est d'interdire aux véhicules de venir déposer les enfants devant l'école. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'accidents à l'approche des écoles. Et donc, ça permet aussi d'envoyer son enfant à vélo ou à pied en toute sécurité à l'école. Et donc, je vous rejoins sur le fait qu'actuellement, des parents n'osent pas faire ça. Et donc, c'est un cercle qui est vicieux, parce que du coup, ils prennent la voiture pour amener l'enfant jusqu'à l'école. Est-ce qu'on doit canaliser le trafic autour des écoles et dans les quartiers? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut éviter les embouteillages, qu'est-ce qu'on fait? On prend son téléphone, on met Waze, et on se retrouve dans des quartiers qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça, c'est devenu, à l'échelle d'une ville, d'une région comme Bruxelles, un problème? Jean-Bernard Dehaye, vous... Oui, c'est une nuisance, clairement. Oui, c'est une nuisance pour... Mais c'est vraiment un risque ou c'est un souci parce qu'on habite une rue tranquille et on a du passage devant chez soi? Dans le concept Good Move, donc le plan régional de mobilité, clairement, on veut apaiser la vie dans les quartiers où l'habitat domine. Et une grosse nuisance, c'est le trafic de transit. Et donc, il faut avoir le courage, je pense, d'avoir des sens uniques inversés ou des éléments d'aménagement qui empêchent ce trafic de transit qui fait toujours à vive allure. Eux sont pressés de traverser le quartier, alors que les habitants du quartier, en général, sont beaucoup plus respectueux de la vitesse dans le quartier. C'est quelque chose qu'on sait faire dans une commune, négocier avec Waze, qui a peut-être son siège aux États-Unis ou que sais-je, et leur dire, écoutez, il faut que les gens restent sur l'avenue Charles-Quint plutôt que de se perdre dans les quartiers de Gansoven. En tout cas, il faut que les écoles aujourd'hui exécutent le plan de déplacement scolaire. Les écoles sont soumises à un plan de déplacement scolaire et on se rend compte dans les faits que c'est parfois, pour certaines entités scolaires, une coquille vide. Et donc, il faut peut-être donner des incitants pour que les écoles mettent en place, avec les associations de parents et avec éventuellement les riverains, bien entendu, les associer à cette démarche-là, d'avoir un vrai plan de déplacement autour des entités scolaires. Alors, il y a beaucoup d'idées qui seront évoquées, notamment ce jeudi, lors des États généraux de la sécurité routière. Moi, j'en ai quelques-unes à vous soumettre et vous allez me dire, tous les quatre, si vous trouvez que ce sont de bonnes ou de mauvaises idées. Jingle. Vias, notamment, propose de... C'est pas moi qui le dis, c'est lui, privatiser une partie des contrôles de vitesse, comme on le fait pour le parking, où ce sont des entreprises privées qui viennent vous mettre le procès-verbal si vous êtes mal garé. Alors, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il réfléchissait et que certaines zones de police s'y préparaient. Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus? Est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée?
Stéphane Obeid, mais qui est très loquace, les autres ne s'en sortiront pas sans réagir. Quelqu'un a des idées. Oui. Mais moi, je suis favorable, effectivement, à ce qu'on puisse recentrer les missions de la police, donc la sécurité, la présence en rue, et peut-être les contrôles, parce que ça prend du temps. On a discuté avec le commissaire aussi de rédiger les PV, d'être dans cette démarche-là, dans les procédures administratives, et ça permettrait peut-être à nos forces de l'ordre d'être plus présents dans les rues et de faire leur première mission. Privatiser les contrôles vitesse à écolo, on se méfie de cette Moi, idée. je me méfie en général de la privatisation de ce qui est dans le service public, mais c'est de façon plus générale parce que je pense que le service public, il a un objectif de service public. Si on privatise, il y a quand même derrière un objectif de rentabilité et donc ça doit être extrêmement bien cadré pour être sûr qu'il n'y ait aucune dérive. Donc, je ne suis a priori pas favorable à cela. Maintenant, il faut voir dans le détail et discuter, mais ce n'est pas quelque chose qui va me porter, m'enthousiasmer en tout cas. Le vert intégral, le feu vert qui est en fait rouge pour toutes les voitures, les 4 bords d'un carrefour, et il est vert pour les piétons ou les cyclistes qui, eux, peuvent alors s'engager librement. Bonne idée, fausse bonne idée, Bernard Dewey peut-être? Ça se pratique déjà à plusieurs endroits et ça ne pose pas de problèmes fondamentaux. Donc moi je suis pour. Donc vous êtes pour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Oui. Contre, pas vraiment, mais je voudrais mettre en avant qu'il y a un coût quand même. Donc effectivement, du point de vue de la sécurité routière, c'est parfait parce que quand vous traversez piétons, cyclistes, tous les autres sont arrêtés et vous pouvez traverser même les yeux fermés. Le problème, c'est que ça rallonge les phases de feu pour tout le monde et donc le temps d'attente avant que votre feu soit vert. Avec le risque que les gens perdent patience. Voilà. Et il paraît que le conducteur belge, commissaire Van den Hout, n'est pas le plus sage, le plus obéissant par rapport à ceux d'autres pays. Certainement pas le plus patient, ça c'est évident. Et alors, dernière idée que je vous soumets, mais les assistants de conduite qui vont devenir généralisés d'ici 2 ans, donc qui freinent automatiquement avec certaines voitures, qui font déjà une aide au parking, qui peuvent contrôler la somnolence d'un conducteur. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça, ce sera vraiment une avancée? Pourtant qu'on ne puisse pas les désactiver. Mais voilà. J'étais au salon de l'auto récemment, c'est vrai que les avancées technologiques faites par les constructeurs aujourd'hui sont vraiment stupéfiantes et vont nous aider et vont aider le pouvoir public dans la lutte contre effectivement les infractions routières. Alors, il reste une tradition dans cette émission parce que le chrono tourne, mais c'est l'argument recevable. Est-ce qu'il y a un argument avec lequel vous pouvez être d'accord dans une idée que vous ne soutenez pas, par exemple autour de la zone 30? Tiens, Stéphane Obeid, vous aviez parlé de dogmatisme, même Parmentier. Est-ce que vous pouvez quand même entendre l'un ou l'autre, un argument chez votre adversaire? Pour moi, je suis généralement pas convaincue que la technologie va sauver le monde, mais je peux entendre que les nouvelles technologies qui permettraient, mais il faut encore que ce soit accepté par les acheteurs, de limiter la vitesse des véhicules peuvent être intéressantes. Ça, c'est un argument recevable. Stéphane Obeid, sur la zone 30, un argument recevable, un seul. L'argument recevable, c'est le volet infrastructure, que Mme Parmentier a évoqué, qui sera débattu demain aux États généraux. Je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet là-dessus d'abord. Monsieur Van den Hout, Monsieur Dewey, vous avez envie d'intervenir là-dessus? Vous êtes l'un citoyen, l'autre fonctionnaire, donc tenu à une certaine neutralité. Oui. Mais un argument recevable quand même, quelque chose? Mais la technologie, notamment ISA, donc l'adaptation automatique de la vitesse, on en parle depuis plus de 10 ans. Ça a déjà été expérimenté dans plusieurs villes et on attend, ça ne bouge pas. Donc j'espère que dans les 10 ans à venir, on va voir ces limitateurs de vitesse automatique sur tous les véhicules. Merci à tous les 4 d'être venus. Juste pour info, lesquels d'entre vous iront aux États généraux ou vont suivre ce dossier-là de près? Vous y allez pour le Graves? Oui. Vous y allez aussi en tant que commissaire? Eh bien, on compte sur vous pour nous tenir au courant. On les suivra, on en débattra encore de la mobilité, de la sécurité dans Bruxelles. Mais la semaine prochaine, ce sera un autre thème, d'autres invités. Rendez-vous sur BX1 dans Versus.